Voilà, bienvenue à tous. Je suis ravi cette nouveauté, cette nouveauté pour le Media Club, qui est le premier petit déjeuner live chat. Alors, je sais que la situation est un peu particulière. On ne vous voit pas, donc c'est toujours un peu compliqué de ne pas voir les gens. On a l'habitude de faire des Zooms, des Skype, des trucs. En tout cas, bienvenue dans cette nouvelle forme de petit déjeuner confiné. Comme vous le voyez, je suis pas totalement confiné parce que j'ai le droit à une terrasse. Donc, je suis dans un tout petit pan de verdure. Et merci beaucoup aussi à Anthony que vous voyez ici présent dans une petite fenêtre qui s'agrandira quand il parlera. Donc, merci encore d'être là ce matin. On va entamer une série de petits déjeuners de cette manière-là pour justement continuer les activités du Media Club, continuer un petit peu nos activités avec les professionnels du secteur et raconter leur parcours et raconter un petit peu leur vie au quotidien. Et on commence cette fois-ci avec Anthony Lamont, qui est non seulement membre quasi fondateur du Media Club, il en est administrateur, mais au-delà de ça, il a un parcours assez incroyable. On l'a déjà fait intervenir au Media Club. Et là, cette fois-ci, je voulais qu'il vienne pour qu'il nous raconte ses nouvelles aventures. Et surtout, lui, il a vécu un certain nombre de crises assez importantes, et il a notamment la crise de la musique, et il va nous en parler. Donc, Anthony, bonjour. Salut Jérôme, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Et écoute, merci beaucoup d'être là ce matin d'être chez toi confiné. Je vois les Ouais, tableaux autour de toi. ouais, Et, c'est et, donc, Et donc, je voulais, je vais, on va commencer par te passer la parole pour que tu nous racontes un petit peu tout ça et sur ce que tu as vécu jusqu'à présent qui nous amène jusqu'ici. Donc, je te laisse un petit peu parler, puis je ferai l'animateur, je te relancerai. Et évidemment, pour tout le monde, vous avez un chat sur YouTube et donc vous avez la possibilité de poser des questions. On a un petit délai forcément entre notre live et le chat, mais je rassemblerai les questions et je les poserai pour vous. Donc n'hésitez pas à les poser. Je les poserai à des moments clés de la discussion. Et puis évidemment aussi, Anthony, tu feras intervenir ton invité qui viendra un petit peu plus tard dans notre live, qui est Pénélope Boeuf. C'est pas un secret, voilà, et qui est une fabuleuse podcasteuse. Mais tu en parleras tout à l'heure. Je te laisse parler. exactement. Merci Jérôme, merci beaucoup pour l'invitation déjà. Je suis très touché. Effectivement, comme tu le disais, j'étais déjà intervenu il y a quelques années lors d'un petit déjeuner et je me suis demandé aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons tous, comment est-ce que je pouvais intervenir. Alors évidemment pour raconter mon parcours et avec peut-être aussi cette introspection que nous vivons tous un peu depuis quelques semaines, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de partager avec vous mes expériences dans effectivement les secteurs en crise que j'ai traversés et comment ces crises m'ont aidé à développer des compétences personnelles et surtout professionnelles. Et par ce biais-là, du coup, je vais vous décrire aussi, vous rappeler mon parcours et mes différentes expériences, que ce soit en maison de disque, en radio, dans un média digital, et puis évidemment en ce moment dans l'édition musicale chez Audio Network. Et Audio Network, qui est une société d'édition musicale et de production pour les professionnels de l'audiovisuel. À travers cette expérience-là, j'ai rencontré Pénélope Boeuf et je me suis dit que c'était aussi une bonne opportunité pour moi de vous la présenter. Voilà, ce petit déjeuner, c'est aussi une manière de mettre en avant des talents et je trouve qu'elle fait partie des talents aujourd'hui qu'il faut rencontrer. Donc voilà, donc on l'accueillera, je pense, vers 9h35 quand j'aurai fini mon petit exposé. Il y a effectivement, comme l'a dit Jérôme, je vous vois pas, donc c'est inédit, mais cela dit, n'hésitez surtout pas à poser des questions et je serai ravi d'y répondre. Interrompez-moi, Jérôme est aussi là pour
préciser peut-être certaines zones de mon parcours ou certaines questions. Donc voilà. Juste pour te dire, Anthony, il y a du Ouais. monde. Voilà, donc il y a du monde. Je vois le chat vivant. Ok, Voilà. génial. Bon, je salue tous ceux que je connais pas, mais en tout cas, je suis ravi. Donc, comme tu disais, Jérôme, j'ai effectivement été sur les bancs du DESS de Daniel Sabatier en 97 pour comprendre mieux ce que c'était que le droit, mais surtout la communication et le secteur de l'audiovisuel. Néanmoins, quelques années auparavant, depuis mes 12 ans, 12-13 ans, j'étais passionné de musique et j'avoue que j'avais une très forte envie de travailler dans ce secteur. Et je me souviens que quand j'étais arrivé en 96 devant le jury de Daniel Sabatier pour rentrer dans le DESS, pour intégrer le DESS, il m'avait dit que j'étais beaucoup trop jeune à l'époque et que je savais pas ce que je voulais faire. Donc, il allait m'imposer un an de stage et donc intégrer le DESS en septembre à la rentrée suivante. Et à ce moment-là, j'ai fait un stage chez Eurosport de 6 mois. Qui était hyper sympa, mais bon, moi et le sport ça fait 2 ans, voilà, donc c'était en tout cas en termes de compétences c'était super. Et après j'ai trouvé un stage par moi-même chez EMI puisque il sortait un album d'un artiste que j'aimais bien, qui était Michel Jonas à l'époque. J'écoutais beaucoup Michel Jonas et du coup ils m'ont proposé de venir les rejoindre pour faire un stage de 6 mois, ce que j'ai accepté. Et de là est parti en fait ce parcours dans la musique. Et dès 90, fin 97, j'intègre Universal Music France, qui était dans la même rue que DESS, donc c'était assez pratique. Pendant 2 années, j'ai été chef de projet, j'ai fait mes armes. J'ai eu la chance, juste pour quelques références musicales, ça c'était une expérience extraordinaire de sortir en tant que chef de projet le premier album et l'unique album solo d'un chanteur, le chanteur d'un groupe qui s'appelait Tok Tok, et que le chanteur s'appelait Marcolis, puisqu'il nous a quittés il y a un peu plus d'un an. Donc voilà, je fais mes premières armes chez Universal Music. Ensuite, pendant 2 ans. Ensuite, je pars à la concurrence chez Sony Music France, qui était à l'époque, on était en 2000, une espèce de société challenger d'Universal, mais qui avait la réputation d'être extrêmement forte, extrêmement agressive commercialement, et ça faisait partie de mes curiosités. Donc j'intègre le label Epic, à l'époque dirigé par Thierry Chassagne, et là je me frotte à des artistes un peu plus costauds, avec plus de notoriété, avec je pense à des Pascal Obispo, je pense à des grands de la chanson française, à des tout jeunes aussi. Je me souviens d'un Tété qui était voilà, le premier album de Tété qu'on sortait chez Epic, le début du R&B féminin, et puis l'électro aussi avec Benjamin Diamond qui avait collaboré avec les Daft Punk sur Stardust, etc., etc. Une très belle époque, une époque où il y avait encore, où on était encore en croissance en France sur le secteur de la musique et du disque, tout simplement parce que on était dopé à l'époque par tout ce qui était, je vais dire télé-réalité musicale, mais on était dans la Star Academy qui sortait encore des singles, qui sortait une dizaine de singles à chaque édition, et en fait le marché était sous perfusion. Dans le reste du monde, la crise avait largement commencé. On avait évidemment le MP3 qui avait bouleversé l'économie et des nouveaux sites comme MySpace qui faisaient leur apparition. À ce moment-là, on est en 2003 ou 2004. Thierry Chassagne, alors donc patron d'Epic, décide de partir, de monter un label chez Warner, et il me propose de venir prendre la direction marketing et promo du label qui s'appelait Up Music, qui a été créé de rien avec quelques artistes, des gros artistes, des petits artistes, et on a décidé de développer ce label-là en étant assez opportuniste, en allant aussi bien sur le rock, la pop, l'électro, etc. Enfin tout ce qui pouvait marcher. Et cette aventure a commencé précisément en 2002 et s'est arrêtée en 2010. En 2002, on débute très très fort avec des très gros succès. Je reprends le flambeau en 2003 ou 2004 puisque Thierry Chassagne devient patron de Warner Music France. Et là, je deviens directeur général du label pendant près de 6 ans. Alors ça a été une aventure extraordinaire, une aventure humaine formidable parce que
j'étais quand même assez relativement jeune à l'époque, j'avais presque 28 ans, et je développe au fur et à mesure ce répertoire avec des artistes que mon répertoire était positionné essentiellement sur les musiques urbaines jeunes. Donc à l'époque, c'était toutes les chanteuses R&B françaises dont les noms se terminaient en A, donc il y avait les Vita, les Kenza Farah, etc. Mais surtout, voilà, j'étais un gros fournisseur de musique pour Skyrock, pour Fun Radio, pour Énergie, avec des gros tubes, avec du Michael Youn, avec Fatal Bazooka, etc. Avec Eric Prydz aussi, avec des jeunes filles, un titre électro avec des jeunes filles qui dansaient, pardon, Ça, dans une salle de gym. j'ai une question, en fait, ça te posait pas de soucis pour toi de changer de style de façon aussi drastique? Alors, ça me pose pas de souci dans la mesure où, d'abord, j'ai aucun snobisme intellectuel musical. J'aime tous les genres. Et à travailler, en fait, après, il y a aussi le travail qu'on fait avec les artistes et avec les genres musicaux qui est complètement différent. Donc, j'ai une espèce de schizophrénie, si tu veux. Il faut vraiment, je sépare mes goûts musicaux personnels de la façon de travailler des artistes très, très variés. Alors, il se trouve que, par exemple, avant, je détestais le zouk. Avant le 2002, j'aimais pas le zouk, et peut-être parce que je connaissais pas. Il se trouve qu'avec Passy, on a fait Dealer de zouk, et on a fait un énorme succès avec Laisse parler les gens, avec un album qui s'est très très bien vendu, etc. Et en fait, ce sont des exercices de style. Mais grâce à ça, derrière, j'ai signé Kassav, et donc j'ai travaillé sur des albums de Kassav. J'ai découvert Kassav sur scène. Inutile de dire qu'il faut aller voir Kassav sur scène parce que c'est absolument incroyable. Et franchement, si j'avais pas vécu ces expériences-là, je serais peut-être resté dans mon truc. Bref. Mais pour la petite histoire, quand j'ai commencé chez Universal, j'avais des artistes comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait Mark Hollis, mais aussi Ian Brown, aussi un chanteur anglais, le leader des Stone Roses. Enfin bref, j'avais des trucs sublimes, Suzanne Vega, etc. À côté de ça, un jour, on est venu me voir chez Polydor, on me dit, écoute, là, on a trop d'artistes à lancer, est-ce que tu peux nous filer un coup de main sur Patrick Sébastien, La Fiesta? Donc, si tu veux, j'ai aussi fait des grands écarts en la matière. Génial. Donc, mais tu refuses pas parce que c'est des opportunités. J'ai découvert en plus un type super, voilà. Donc, si tu veux, moi, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Et voilà. Donc, ça m'a toujours, en tout cas, ça a toujours été une curiosité. Et je pense que ça doit être important. En parlant de curiosité, donc à cette époque-là, arrivent les réseaux sociaux. Donc là, on va parler de la crise du disque, puisque dans mon expérience chez Up Music, donc de 2004 à 2010. Je le disais, j'étais sur un secteur jeune, de musique jeune, et en fait, le vrai problème, c'est que les jeunes n'achètent plus de musique. Ils la consomment évidemment via les MP3, via YouTube et les clips. Je fais des millions de vues, c'est pas moi qui les fais, mais en tout cas en produisant les clips de Michael Youn, on fait des millions de vues avec Fatal Bazooka. Le vrai problème dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de business model. C'est que YouTube n'a pas d'accord encore avec la SACEM, avec les maisons de disques. Donc aujourd'hui, voilà, les plateformes de streaming par abonnement, les Spotify et Deezer existent peu ou prou, mais en tout cas, il n'y a pas non plus encore de vrais revenus par rapport à ça. En tout cas, certainement pas des revenus qui viendraient compenser les pertes liées au piratage. Donc, avec tout ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe surtout qu'il y a une émergence incroyable d'un nouveau phénomène qui est que les artistes ont l'opportunité, grâce au blog, grâce à MySpace, mais Facebook à partir de 2008, de communiquer directement avec leur communauté. Et ça vient changer et bouleverser complètement le paradigme, je vais presque dire, de l'entertainment. C'est-à-dire que on rentre dans l'ère de l'influence, du tout digital, et les artistes eux-mêmes entrent dans la cour des influenceurs, et j'ai presque envie de dire vice-versa. Donc, on arrive à avoir au fur et à mesure des artistes qui s'intéressent aux réseaux sociaux et qui communiquent directement avec leur cible. Et c'est là où ils commencent justement à entretenir une relation directe. Et là, on touche quelque chose d'extrêmement vertueux. En termes de compétences, aussi bien pour moi que mon équipe au niveau du marketing et de la promo, on voit que les choses changent, que tout d'un coup, on va s'adresser à des blogs qui touchent des influenceurs et que du coup, pour développer des artistes, il faut parler à ces petits sites-là, mais aussi
on pense à la façon dont justement quel est comment vont parler les artistes à leur communauté. Est-ce que c'est eux qui parlent en direct? On se dit au début c'est très dangereux, mais finalement non, oui, finalement les artistes de cette nouvelle génération parlent en direct avec leur fan club et avec leur public, et c'est là où on change complètement de paradigme. Au point que on voit aujourd'hui des artistes, et c'est pas nouveau, hein, ça fait 10 ans que ça existe, mais ont pris la main, sont ceux qui leadent leur communication. Et ceux qui s'en sortent le mieux, évidemment, c'est ceux qui ont développé ces communications, ces bases de fans et ces communautés-là extrêmement puissantes. Et je pense que c'est à partir de là où le rôle des maisons de disques a profondément changé à partir Tu du veux moment où dire il y a eu que cette tu veux, disruption. tu veux dire qu'en fait, c'est la prise en main de la personnification de la relation, de la personnalisation de la relation entre l'artiste et son public et qui a vraiment changé les choses. Il faut Je que pense, l'artiste soit en direct avec son public et il ne passe plus forcément par ce qui était anciennement sa maison de disques qui devait tout gérer, quoi. bien sûr, c'est pas qu'il faut qu'il prenne en main, c'est qu'il se doit par rapport à une attente. Aujourd'hui, un artiste, il y a très peu d'artistes qui n'existent pas sur Internet, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Et en tout cas, alors attention, on s'entend sur des artistes populaires, on s'entend sur des artistes, mais peu importe. À la rigueur, aujourd'hui, oui, évidemment il y a ce truc-là qui est que il y a une désintermédiation complète, et du coup, ce rapport direct fait que le média lui-même, c'est-à-dire la radio, la télé, etc., prend une place complètement différente, et qu'aujourd'hui, sans rentrer dans un raccourci trop facile de l'artiste n'a plus besoin de maison de disque, absolument pas ce que je veux dire, mais en tout cas, en termes de relation, il y a cette chose-là qui s'est instaurée et qui est quelque chose de fondamental, parce que aujourd'hui, que ce soit sur ce qu'on appelle le personal branding, que ce soit sur l'endorsement de ces communautés-là, en fait, l'artiste on a développé une nouvelle compétence et il y a une nouvelle dimension dans ce travail-là. Donc, voilà. Dans ce contexte, justement, de l'artiste et des mutations, tu vas peut-être nous en parler après, mais on a une première question de Sophie sur le chat, de Sophie Pérez, qui nous demande comment tu vois l'avenir des radios musicales. Alors justement, la radio c'est drôle parce que c'est une super transition. Merci Sophie, parce que en fait, donc le label ferme en 2010. Moi, je suis obligé de virer la moitié de mon équipe et du coup, je me vire aussi. En tout cas, je pars avec, comme on dit, l'eau du bain, puisque le label ferme. Et là, je me retrouve effectivement avec une proposition qui est de reprendre toute la partie contenu musicaux des radios du groupe Start à l'époque. Aujourd'hui, c'est le groupe 1981 qui est un groupe de radio indépendante qui est dirigé par Jean-Éric Valli, qui lui-même a créé les Indés Radios. C'est un groupe qui a à peu près six radios, je crois, aujourd'hui. 6 ou 7 radios. Il y a WeFM qui s'est rajouté, mais il y a Ado, Voltage, Latina, Vibration, Forum et 8 à Bordeaux et Black Box, si ma mémoire est bonne, et en tout cas si c'est toujours le cas. Et là, mon objectif, c'était, en tout cas ma mission, c'était d'avoir de gérer en fait tous les contenus, toutes les playlists, tout le positionnement musical de ces radios-là. Ça va de la programmation jusqu'à l'animation des communautés. Comment est-ce qu'on fait grimper l'audience avec des concerts privés, avec de l'animation de réseau, on va dire. Donc gros challenge. J'arrive dans un secteur qui est extrêmement, on va dire, traditionnel entre guillemets, c'est-à-dire que là pour le coup tout ce qui est communauté sur Facebook, etc., c'est pas encore une super priorité. La seule chose qui est assez intéressante et qui est un de mes faits d'armes, c'est que il y a un travail de marketing sur la musique, donc qui est quand même la matière première de ces radios musicales, un travail de recherche qui est extrêmement précis, c'est-à-dire que on va tout tester, tout ce qui est diffusé en radio. Beaucoup le savent déjà, mais c'est testé auprès de panels de centaines de personnes par semaine pour savoir si tel titre qui est joué en radio, est-ce que il a un intérêt, est-ce qu'il plaît ou pas, est-ce qu'il est connu ou pas, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris déjà parce qu'en fait, on rentre dans une analyse très marketing du
du produit, du contenu, tandis que dans les maisons de disques, en l'occurrence à l'époque, on se posait absolument pas ce genre de questions. C'est-à-dire qu'on vient pas analyser un single et on va pas interroger sur un album 150 personnes pour savoir si ils préfèrent tel ou tel titre de l'album pour le mettre en radio. Donc il y a vraiment une analyse très très fine de la matière musicale, sauf que quand moi j'arrive dans ce groupe-là, tout se fait au téléphone et c'est des standardistes qui ont des bottins et qui, à l'époque encore, qui appellent les gens en passant des morceaux au téléphone. Donc là, on est dans quelque chose qui, à mon goût, devait être rénové et je fais appel à une société qui s'appelle Hyperworld qui fait tout simplement du panel marketing en ligne. Donc on est passé du phoning du 100% online et où là, en fait, tous nos panels étaient interrogés via des bases de données en ligne. Et ça fonctionnait formidablement parce que ce soit pour chacune des radios, on arrivait à géolocaliser les gens, on arrivait à vraiment comprendre ou en tout cas interroger la cible qu'on voulait interroger et avoir des résultats assez fiables assez rapidement. Ça s'est pas fait sans mal, mais parce qu'il y a des réticences, parce que c'était le digital et on était en 2010, 2011, donc du coup il y avait encore pas mal de réticences. Néanmoins, voilà, cette expérience-là de la radio, la question était de savoir que vont devenir la radio. Il faut que tu ouvres ton micro. C'était de savoir un petit peu quel était l'avenir des radios musicales. Bah, je suis. Selon toi. Bah, selon moi, j'ai pas. Je suis pas très bien placé pour répondre, d'abord parce que ça fait longtemps que je suis plus dans ce métier. Je vois les chiffres d'audience chaque fois qui s'érodent un peu plus, avec des audiences qui sont, en tout cas, une masse de gens qui écoutent la radio qui, à ma connaissance, je crois, diminue. Néanmoins, la question qu'il faut se poser, c'est quel est l'avenir des radios musicales aujourd'hui, ou des radios en général, mais surtout comment est-ce qu'on considère une audience radio. Et en fait, c'est surtout ça la clé du problème, c'est que, en tout cas, peut-être la solution, c'est de savoir que une radio, est-ce qu'aujourd'hui on doit cumuler son audience avec les écoutes sur chacun des podcasts, entre guillemets, donc le replay de chacune des émissions, ou est-ce que, à contrario, il faut garder le média linéaire tel qu'il est et ne pas prendre en compte justement des gens qui ont des nouveaux usages. Et je pense qu'il faut prendre en compte les nouveaux usages pour bien comprendre ce que va être l'avenir de la radio. Alors après, les radios musicales sur la partie, sur les radios top 40 comme Énergie, Skyrock, etc. Moi, je pense quand même, et on le voit de plus en plus, même à travers Spotify ou Deezer, que quand il y a des playlists qui sont faites, la puissance de la playlist, de la recommandation, elle est quand même clé dans tout ça. Et on sait très bien que le bouche à oreille et tout ce qui était la recommandation. Ouais, merci de m'assister sur la lapsus. Mais le bouche à oreille et tout ce marketing-là, évidemment, n'a pas de prix puisqu'on sait très bien qu'il a un pouvoir très très important. Donc, est-ce que tu penses je pense quand même que du coup, les radios musicales existent encore et vont continuer à exister parce qu'elles ont ce pouvoir de recommandation, elles sont prescriptrices. Donc, pour moi, voilà, c'est un peu comme ça que je vois. Ce pouvoir de prescription, justement, tu ne vois pas, en tout cas, le pouvoir de la playlist qui existerait sur un Deezer, sur un Spotify, remplacer la radio musicale. Non, parce que alors, bon, on en vient au même problème, enfin au même concept que j'ai aussi abordé quand j'étais dans mon expérience radio, c'est le direct. Le direct a quelque chose, le contact humain a quelque chose de fondamental. Et c'est vrai que je le vois, on évitait dans le groupe 1980 de faire ce qu'on appelle des enregistrements d'émissions, parce qu'une émission enregistrée qui est diffusée, ça se sent. Une émission live, c'est quelque chose qui est extrêmement, qui se ressent. On sent quand il y a un animateur au bout du micro et on sent quand il y a une interaction, quand ça interagit. D'ailleurs, Inter le fait très bien. Enfin, France Inter l'a mis en avant dans sa communication. C'est interagissez, etc. Donc, on est quand même dans quelque chose qui est, pour moi, une dimension live et de contact qui est
déterminant. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, enfin, je fais un parallèle un peu, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais que ce soit les plateformes de SVOD, aujourd'hui, il y a deux grands types de plateformes qui vont coexister. Il y a quand même des plateformes avec du contenu froid, ou en tout cas du Netflix avec énormément de productions nouvelles, etc., mais qui vont être quand même des catalogues. Et à côté de ça, on va avoir le live. Et justement, cette dimension-là du live, le live, on le voit aussi dans notre période de crise. Enfin, l'utilisation du live pour des petites communautés, que ce soit pour le sport, la cuisine, etc., n'a jamais été aussi important. Donc, on pourrait se dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'on va pas plus sur des vidéos existantes? Non, parce qu'on a besoin de voir, d'être dans l'instantanéité, d'être dans l'instant, d'avoir quelque chose de direct. Et je pense que c'est ce qui fait la différence justement entre des playlists et une émission de radio qui va être en direct. Voilà. Alors super, on va avancer sur ton parcours justement sur les crises. Et moi j'aimerais bien que tu avances un petit peu après les radios. Qu'est-ce que Ouais, tu as fait? Parce que tu es allé sur le digital et absolument. effectivement tu as exploré plein d'autres domaines. Ouais, je vais sur le digital. Je J'explore. n'oublie juste pour dire, je n'oublie pas les questions qui sont posées dans le chat. Il y en a quelques-unes. On les posera soit en cours, soit à la fin. Après, ok, Voilà. super. Je vais accélérer un petit peu, effectivement, parce que pour expliquer que, et ça, je pense que ça a été une des crises personnelles et professionnelles les plus importantes, c'est que cette aventure radio s'arrête en 2013 à peu près, tout simplement parce que les audiences sont pas au rendez-vous. Et dans ces cas-là, c'est un peu comme en politique, hein, je pars avec le gouvernement en place, donc voilà. Et j'en profite surtout pour partir, et parce que j'avais une idée en tête, c'était le digital. Et pour moi, le digital, c'était une façon on va dire, presque vitale de survivre dans l'entertainment et de comprendre et d'intégrer ces compétences-là pour pouvoir faire une carrière dans l'entertainment et continuer à apprendre et surtout à évoluer. Donc, je rencontre beaucoup de gens, je rencontre des gens super bienveillants. Je continue à faire des missions pour TF1, pour Olivier Jacob. Je rencontre des gens super. Je pense à Christian et Eddy avec Harold Marot, etc. Dans l'univers du digital, je rencontre aussi Hervé Simonin, qui est entre deux jobs et qui me propose de travailler sur une start-up qui était une plateforme de fidélisation pour les théâtres privés parisiens. Bref, pendant un an et un peu plus d'un an, je travaille sur des projets comme ça, à droite, à gauche. Mais au lieu de faire une formation ou un billet ou quoi que ce soit, je décide de vraiment me prendre à bras le corps le sujet digital et de comprendre comment ça marche, de voir l'écosystème et d'avancer là-dessus. C'est dur, c'est très très dur parce qu'on se remet complètement en question. On essaie de voir s'il y a des opportunités, mais la réalité en fait, elle est quand même très claire. À l'époque, j'ai à peu près, je dois avoir 38 ans, et je me retrouve quand même beaucoup trop vieux pour être dans le digital, dans des postes à responsabilité, parce qu'en fait, tout simplement, le CEO d'une boîte aujourd'hui, il a 30 ans, donc 38 ans, ça va pas. Mon salaire, ça va pas non plus, ça rentre pas. Je peux pas avoir le salaire que j'avais dans les maisons de disques. Donc, je me retrouve dans une remise en question fondamentale de comment est-ce que je peux rentrer dans cet univers-là, dans cet écosystème-là, alors que, a priori, c'est pas que j'ai pas de légitimité, mais en tout cas, je suis pas un natif. Et surtout, il n'y a pas énormément de postes, en tout cas sur le papier, qui existent. Jusqu'au moment où je rencontre, je crois que c'était par ton intermédiaire, Jérôme, Rodolphe Pelos, Tout à fait. qui était à l'époque déjà adjoint de Melty. Alors Melty, enfin c'est un média assez connu, mais je le rappelle, et en l'occurrence à l'époque, c'était le média digital leader sur ce qu'on appelle depuis quelques années les millennials, mais en tout cas sur cette cible-là, sur les 18-24 ans, qui a été cofondé par Alexandre Malch et qui traitait de tous les sujets de la youth culture, donc tout ce qu'on va appeler tout ce qui est gaming, tout ce qui est ciné, musique, etc., etc. Donc un site qui fait énormément d'audience avec avec une spécificité assez incroyable, c'est que Alexandre Malch ingénieur de formation informatique, avait compris comment, en gros, fonctionnait Google. Donc, il a compris qu'à partir du moment où il avait un sujet qui intéressait les gens sur sa plateforme, il fallait écrire plein d'articles pour justement développer
l'audience et que sur ce sujet en particulier, quand on tapait par exemple, je sais pas moi, The Walking Dead, et ben c'est Melty qui tombait en premier dans le moteur de recherche de Google parce que justement c'était le plus documenté. Donc il avait allié à la fois la course, en tout cas l'audience grâce à la recommandation et au SEO de Google, mais en même temps une expertise puisque tous les gens que j'ai rencontrés dans la rédaction de Melty, c'était des archi passionnés des séries, de la musique, de ce qui se passait en télé, au cinéma, etc., etc. Donc tout ça pour dire que je rencontre Rodolphe Pelos et là, il me présente Alexandre Malch. Et là, pareil, choc des cultures. Je rencontre ce garçon de 29 ans, moi j'en avais 10 de plus, et c'était une catastrophe. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés dans une table, le premier rendez-vous, c'était pas possible. C'est-à-dire que lui est resté scotché sur son iPhone 5, je crois, et il a pas levé la tête. Moi, j'essayais de faire une espèce de une présentation en 3 minutes, comme on faisait beaucoup à l'époque, un peu pour attirer l'attention et puis pour se vendre, et puis pour vendre ma personne et ma situation. Et ça a été un flop absolu. Pourquoi ? Parce que peut-être pas assez de naturel, peut-être parce que tout simplement j'étais encore dans des paradigmes anciens sur la façon de se présenter, la façon d'être, la façon de voir les choses. Et je pense que c'est ce premier, heureusement j'ai une seconde chance, mais ce premier entretien m'a fait vraiment prendre conscience du décalage qu'il y avait en fait entre les deux mondes, celui que j'avais connu avant et celui dans lequel j'allais évoluer par la suite. On se revoit une deuxième fois, ça se passe beaucoup mieux. J'ai appris de ces premiers entretiens et j'ai compris qu'il fallait changer fondamentalement ma manière de présenter les choses en disant je te propose de faire un essai, on part ensemble et on va créer Melty Entertainment ensemble. Et c'est exactement ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'en fait je lui ai simplement dit allons-y, on verra bien dans quelques mois comment ça se passe. Donc pas de pression, mais vraiment on est carrément dans du test and learn. Voilà, c'était du test and learn aussi relationnel. Et c'est comme ça que finalement, bon, désormais on est devenus très très proches, mais c'est comme ça que finalement on a réussi à avancer ensemble et à créer quelque chose et pour moi à vivre une expérience absolument dingue qui est Melty et la création de Melty Entertainment. Alors très rapidement, Melty Entertainment, c'était quoi ? C'était la création d'un pôle d'influenceurs. Donc là, je reviens un peu à ce que je faisais avant, c'est-à-dire développer des talents, mais qui sont sur le digital. Donc c'était la Melty Talent House. Développer les événements. Où là, pendant 3-4 ans, on a développé une ligue de basket, la Melty Basket League, l'e-sport, on avait le Melty Sport Club qui déjà commençait, donc on avait des équipes sur plusieurs jeux, et aussi un gros événement annuel qui s'appelait les Melty Future Awards, qui était une cérémonie qui récompensait les talents qui allaient faire l'année à venir. Troisième point important de Melty Entertainment, c'était la production vidéo. Donc là, bon, je pourrais en faire aussi 1 heure, hein, mais c'est comment est-ce qu'on fait de la vidéo à l'époque. Donc je parle de 2014, mais la suite aussi arrive, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait de la vidéo, du contenu vidéo pour les 18-24 ans. Donc on commence à faire de la vidéo verticale, on commence à faire de la vidéo sur le mobile, et surtout on commence à faire du live. Et c'est là où on commence vraiment à expérimenter les premiers lives sur YouTube, ce qu'on est en train de faire en ce moment, mais aussi après les reprises sur Facebook, etc., etc. Donc des lives multiplateformes. Et enfin, la dernière mission de Melty Entertainment, c'était d'aller positionner le contenu de Melty dans les grands carrefours d'audience. Alors, quid de la crise dans cette histoire ? Parce que pour l'instant tout se passe bien et j'ai un super projet entre les mains. C'est que ce super projet-là, on a fait des choses absolument géniales et je suis hyper fier d'avoir justement développé une curiosité pour tout ce qui était Snapchat à l'époque, qui commençait à peine, qui était encore que une application d'échange de photos éphémères, etc. Le seul problème, c'est que le contexte faisait que Melty était en difficulté et que surtout les sites à l'international avaient tous fermé parce que ça coûtait trop d'argent. Donc on a rapatrié tous les journalistes à Paris, et puis que en gros il y a que la France qui était à peu près à l'équilibre financièrement, mais le reste perdait énormément d'argent. Donc on était dans une situation où Melty allait quasiment mettre la clé sous la porte. Ce qui s'est passé grâce à ça, c'est que on a revu notre copie et que tout ce que je vous ai expliqué, toutes les activités qu'on a développées avec Melty Entertainment, ont servi en fait à la régie pour faire finalement de l'endorsement avec les talents,
à créer des nouveaux formats vidéo qu'on vendait ensuite à des marques comme à L'Oréal, pour justement créer des contenus nouveaux. Alors on appelle ça du brand content, mais là c'était ce que j'avais créé, c'était des web-séries en temps réel sur les réseaux sociaux. Je vais pas me développer, mais je serais ravi d'en parler un jour. Et puis les Melty Future Awards, où là c'était devenu, comme on n'avait pas de contrainte du CSA avec les marques, bah on avait chaque catégorie était sponsorisée par des marques, et on avait un business model, en tout cas une régie qui pouvait vendre en fait des contenus. Et enfin, je terminerai par Snapchat, puisque Snapchat, j'ai décidé de m'y intéresser dès le début, à partir du moment où ils ont intégré des médias dans Snapchat. Et là, on a été une des premières marques Melty à intégrer les 5 ou les 7 médias français dans Snapchat, dans la partie Discover, et à créer du contenu dans Snapchat, qui représentait et qui représente encore un vrai business model. Donc voilà pour l'aventure Melty. Et elle s'est terminée, effectivement, Melty a eu moins de succès. Alors, je sais pas si c'est concomitant, mais en l'occurrence, on en entend un petit peu moins parler aujourd'hui de Melty. Et par contre, tu as rebondi sur de nouvelles aventures derrière. Ouais, Comment absolument. ça s'est passé, justement? Bah alors, en fait, ce qui est très drôle, c'est que il se trouve que une société m'a cherché un directeur général pour la France. Cette société-là s'appelle Audio Network, et il se trouve que j'étais client d'Audio Network, puisque chez Melty, on utilisait de la musique pour nos vidéos. Il se trouve que c'était la musique d'Audio Network. Cette mission-là et ce poste-là, je l'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Pour plusieurs raisons, et pour une raison qui finalement synthétise tout le parcours que j'ai décrit. C'est finalement une société donc de production et d'édition musicale, donc qui produit de la musique, qui édite la musique, donc qui sont responsables de l'exploitation de la musique et des paroles. Donc c'est le rôle tu veux qu'on montre aux gens ce que c'est Ouais, je vais lui donner le top vidéo dans 2 secondes, absolument. Mais surtout tout simplement pour dire que c'est une société donc de production de musique pour les professionnels de l'audiovisuel, musique très haut de gamme, hyper accessible, innovante, parce qu'en fait le mode de distribution, c'est une plateforme, c'est un site internet, donc on est abonné, on télécharge des titres, on souscrit à des licences, donc il y a un aspect distribution digitale avec une innovation très très forte en la matière, et derrière une expérience humaine formidable. Et en fait, c'est un peu tout ce que j'attendais. Mais effectivement, regardons la vidéo de la présentation de la société, puis je rentrerai dans le détail juste après. C'est lancé. Got a pretty girl on the turntables, bunch of pretty girls on the couch. See a couple models on the dance floor, they just got a bottle on the house. Trouble look better with the lights off, still see it written on your face. When the rhythm hit your body like adrenaline shots, no chase, can't wait to see you move side to side. The revolution's on the floor, not televised. Cause when your body's in my hands, it never lies. Come get yourself some satisfaction. House party in a hillside mansion. Smell like in the halls. Blue jeans, white tee, leather jacket. Looking like a rebel with a cause. Everybody wanna get a little active. Everybody wanna get a little taste. When the rhythm hits your body like adrenaline shots, no chase, can't wait to see you move side to side. The revolution's on the floor, not televised. Cause when your body's in my hands, it never lies. Come get yourself some satisfaction. Get you something to satisfy. Something to satisfy.
Ok. Voilà. Eh bien voilà, je sais que tu étais pas très hard selling sur l'envie de montrer cette vidéo. Je me suis dit que ça pouvait permettre un petit peu quand même en 2 minutes de présenter ce que tu fais Non, actuellement. mais tu as bien raison. Non, non, c'est pas, je sais aussi que, voilà, non, non, c'est absolument une très, très bonne idée. Je suis très fier de présenter cette vidéo aussi parce que je pense que c'est, d'abord, ça permet d'exprimer clairement ce qu'est Audio Network. Très rapidement, c'est une société qui a été créée il y a 18 ans. Par deux passionnés de musique, que ce soit Andrew Sonox et Robert Hurst, et ils ont décidé de créer cette société-là dans le contexte suivant, c'est qu'ils se sont dit, il y a un besoin de musique pour les producteurs audiovisuels, une musique de bonne qualité, mais il faut aussi que ce soit une musique qui soit accessible ultra rapidement, très facilement, et que on n'ait pas besoin de demander des autorisations dans tous les sens ou faire des calculs d'apothicaire pour savoir combien on doit pour chacune des licences. Donc à partir du moment où ils ont commencé à créer ce catalogue-là, très vite ils ont développé des relations commerciales assez proches avec la BBC, ensuite avec ITV, et de là s'en est suivi énormément de collaborations dans le monde entier. C'est une société qui est présente dans le monde entier sur les principaux territoires et qui a pour but justement de proposer un service qui est très simple, c'est de la musique pour le contenu audiovisuel. Pour pour rappeler un peu les usages en la matière, il y a trois manières d'avoir de la musique, que ce soit pour les pubs ou pour la prod télé. Soit vous avez un compositeur qui vous fait de la musique, et donc ça, on parle de musique originale, très bien. Soit vous avez des titres de, je sais pas, Mylène Farmer, David Bowie ou peu importe, ou The Cure qui vous intéresse et vous les voulez pour votre film. À ce moment-là, vous devez faire la demande auprès des ayants droit, que ce soit le producteur et l'éditeur. Ça prend pas mal de temps. Et surtout, ça coûte beaucoup d'argent. C'est un choix. Et il y a la troisième solution qui sont ce qu'on appelle les librairies musicales. Et nous, on va dire qu'on s'installe dans ce cadre-là qui est le business des librairies musicales. Or, Audio Network a une particularité, comme je disais. Donc, c'est un catalogue haut de gamme. On a à peu près 180 000 œuvres. Que ce soit sur, comme vous avez pu l'écouter, que ce soit sur la musique classique, le hip-hop, le rock, l'électro, etc. Enfin, il y a tous les genres qui sont couverts évidemment. Mais surtout, ce qui est fondamental là-dedans, c'est que on développe des artistes, on travaille avec des compositeurs, on travaille avec des auteurs, et ça, c'est ce qui met l'humain au cœur du dispositif de notre société. C'est pour ça que Finalement, tu travailles un peu sur ce que tu faisais auparavant. Exactement, et merci de le préciser parce que c'est exactement ça. On est exactement dans une maison de disques qui produit de la musique, et la musique, c'est des niveaux, des standards de production. Vous avez vu Abbey Road, on est le deuxième plus gros client d'Abbey Road, avec des sessions orchestrales toutes les semaines là-bas. C'est absolument incroyable. L'équipe artistique est dingue, et surtout, voilà, on développe les artistes. Il y a des artistes qu'on va sortir commercialement, qui sont disponibles sur les plateformes, sur Spotify. Et donc, c'est exactement le bon mix entre effectivement la maison de disques et puis ce qu'on appelle la synchronisation et le métier de l'édition, parce que encore une fois, nous, notre objectif, c'est avant tout que les œuvres soient exploitées un maximum. Donc, ça veut dire qu'un titre qui est fait par un compositeur français avec qui on travaille en ce moment, par exemple, cette œuvre qui va être disponible dans notre répertoire et accessible aux personnes qui souscrivent à des licences, ils vont pouvoir cette œuvre va être utilisée soit sur par exemple une pub en France, mais aussi un documentaire en Australie en même temps. Donc il n'y a pas d'exclusivité, mais ça fait partie de l'exploitation de l'œuvre, et c'est un modèle hyper vertueux. Alors c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis que la télé existe, les librairies musicales. Au début, c'était un peu le parent pauvre de la musique, on appelait ça la musicomètre. Enfin, il y a eu cette terminologie-là qui a été utilisée. Depuis quand même 5-6 ans, et notamment grâce à Audio Network, le niveau a largement remonté. On a des concurrents qui aussi ont des très très beaux répertoires. Et le but aujourd'hui, c'est quoi? C'est simplement d'évoluer et de savoir où on va, en tout cas en termes de nouveaux acteurs. Et c'est là où je vais bientôt passer la parole à Pénélope. Pourquoi? Pénélope Boeuf, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il s'agissait
en plus de la télé, des grands acteurs de la télé, de la production télévisuelle, en plus du cinéma, en plus de la pub et des grandes agences avec qui nous travaillons. Il s'agissait de travailler avec le digital et des nouveaux usages. Je te coupe un petit peu maintenant parce que il y a une question de Nadège qui demande si tu travailles aujourd'hui sur des séries fiction, sur des contenus musicaux de séries fiction, comme utilisateur avant que tu présentes justement Pénélope. Oui, absolument. Absolument. On fait beaucoup de fiction, hein. On travaille avec Tetramedia. J'ai énormément d'exemples, mais j'ai Vampire il n'y a pas longtemps sur Netflix qui est sorti. On a eu des titres synchronisés. On a le Bureau des légendes dans lequel aussi certaines de nos œuvres ont été utilisées. Enfin, tous les jours, il y a les bracelets rouges, si je me souviens bien, c'est ça, qui sont sur TF1 et qui utilisent aussi notre musique. On est régulièrement sur toutes les fictions, aussi bien sur Ainsi grand soleil que d'autres grandes productions françaises avec France Télévisions, au TF1 et puis évidemment à l'international, ouais, bien sûr. Et j'ai même aujourd'hui, ça s'est produit l'année dernière, il y a Marvel, les studios qui ont même utilisé un titre de notre répertoire pour l'illustration de leur trailer. Voilà, donc ça donne une idée aussi de la façon dont aujourd'hui sont exploitées nos œuvres et les librairies musicales ne sont plus le parent pauvre de la musique à l'image, mais au contraire c'est une source assez riche qui permet assez facilement justement de compléter un montage ou en tout cas une œuvre audiovisuelle. Donc, tu parlais des podcasteurs que tu Exactement. avais introduit avec Pénélope. Alors exactement. Et en fait, c'est là où j'en viens, c'est que dans notre déploiement en France et avec le travail formidable qu'on fait avec les grands acteurs du digital, que ce soit Melty du coup, Webedia, Studio 71, mais plein de youtubeurs aussi qui sont super, qui adorent ce qu'on fait. Donc il y a des vraies relations humaines comme Nota Bene par exemple, qui est un super youtubeur. Évidemment, on travaille avec des grands acteurs du podcast, Sibel notamment. J'en profite pour embrasser Virginie. Et le podcast, là, finalement, on revient au son, on revient à l'audio, et ça aussi, c'est une évolution extraordinaire. Vous l'avez tous vu, donc je vais rien vous annoncer là. La seule différence, c'est qu'en termes de production, ça explose. Il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, et forcément, ils ont besoin d'une musique de qualité parce que là, on n'est que sur l'audio, il n'y a pas de vidéo. Ça change du paradigme Facebook. Je rappelle quand même que les vidéos sur Facebook, il y a que entre 15 et 20% des vidéos sur Facebook qui sont écoutées avec le son. Donc forcément, on est vraiment que sur du visuel. Là, on revient à l'audio 100%. L'audio en ligne et donc voilà. Et dans ce parcours-là et dans ces belles rencontres que j'ai pu faire récemment, j'ai rencontré Pénélope Boeuf. Et donc, je vais lui laisser la parole avant de répondre à d'autres questions. Mais en tout cas, je voulais juste dire que voilà, c'était une belle rencontre humaine, comme l'est aujourd'hui l'Aventure Audio Network. J'en profite pour saluer mon équipe qui est peut-être là et du coup présenter Pénélope et son super parcours et son super projet. Et Pénélope, c'est ça. Je vais vous montrer. La toile sur écoute. Salut les arnaqueurs, c'est Pénélope. Eh oui, Pénélope, c'est mon vrai prénom. Génial, hein? Il paraît que ça fait fantasmer les hommes d'ailleurs. J'ai jamais trop compris pourquoi. Vous pensez que c'est la sonorité en lop qui fait ça? Ou le diminutif péné? Un mystère. L'arnaque, c'est quoi? C'est un podcast. Enfin, c'est le premier podcast de la toile sur écoute dans lequel toutes les semaines je raconterai comment je gère comment je ne calcule pas ma vie. Franchement, je sais pas quel âge vous avez, mais moi j'ai 34 ans. Il serait temps de réaliser qu'il faut faire. On arrête de penser qu'il faut faire comme ça, pour devenir quelqu'un comme ça. On s'en fout, on arrête de réfléchir et on fait. Concrètement, qu'est-ce que je vais vous raconter? Ma vie. Bah oui, j'aurais aussi pu vous faire un cours sur la mythologie grecque, mais franchement, je suis quand même plus calée sur ma vie, hein. Et puis les deux n'ont rien à voir. Quoique, ça reste quand même l'histoire de Pénélope qui passe la moitié de sa vie à tisser sa toile en attendant l'amour. Bah voilà, vous l'avez votre pitch. Alors, mettez vos écouteurs, laissez-vous embarquer, et vous verrez. Et si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre une petite note sur iTunes. Et en faisant ça, c'est un peu comme si vous mettiez de l'argent sur une cagnotte pour un anniversaire, sauf que là, ça vous coûte rien. La toile sur écoute.
Voilà. Eh bien, écoutez, bienvenue Pénélope. On a eu des petits problèmes de son, mais tout va bien maintenant. Et ben, bienvenue. Et comme l'a dit Anthony, je sais que là, on a présenté un petit peu de l'audio. Hein. Les gens n'ont pas vu forcément de la vidéo, et parce que justement, tu fais du podcast. C'est effectivement super intéressant. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi, ton parcours? Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup, Anthony, de m'avoir invité sur ce live. Je suis vraiment très, très touchée. Alors, je vais vous parler un peu de mon parcours. Donc, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans en marketing, communication événementielle. Je me suis, entre autres, occupée de la communication du drugstore. J'étais directrice des événements du groupe Énergie, directrice des événements de Michelin. J'ai gagné un concours pour être animatrice sur la matinale de WeFM. J'ai monté une boîte que j'ai revendue à Reworld Media. Je fais plein de choses différentes. Tout ça, en gros, j'ai fait 10 jobs différents pendant 10 ans. Et alors que j'étais directrice des événements du guide Michelin, on était à l'aube de mes 35 ans, je me suis dit, il serait temps, Pénélope, que tu fasses quelque chose qui t'anime. Et donc, j'ai quitté le guide Michelin sans trop savoir ce que j'allais faire. Et j'ai un ancien boss qui m'a dit, Pénélope, t'as une voix, t'es business, tu sais raconter des histoires. Pourquoi est-ce que tu lances pas ton studio de podcast? Il y a un engouement des podcasts en ce moment, vas-y, lance-toi. Donc, sans trop vraiment me renseigner sur ce qu'était un podcast, parce qu'à l'époque, je savais pas trop. Là, on est en octobre 2018. Je me jette un peu à corps perdu là-dedans et je lance mon studio de narration qui s'appelle La Toile sur écoute, avec dans l'idée d'accompagner des marques et de leur faire leur propre podcast. Et donc, je me rends compte très vite, en étudiant du coup un peu le marché, que je suis pas la seule à avoir eu cette idée assez extraordinaire. Et donc, j'approche des marques et je me rends compte que les marques ne sont pas j'estime à ce moment-là qu'elles sont pas encore assez prêtes. En tout cas, elles sont pas prêtes à faire des choses un peu créatives, parce que moi, ce que je leur propose, c'est de faire de la vraie création, de la vraie narration, du vrai storytelling pour raconter leur univers de marque, leur raconter vraiment l'histoire de marque et pas faire juste de l'interview un peu basique. Et puis, en parallèle, je me dis aussi, mais attends, Pénélope, comment est-ce que tu peux prétendre proposer quelque chose de judicieux à des marques, sachant que tu ne sais même pas comment est-ce qu'on fait un podcast? Et donc, je lance une première chaîne qui s'appelle L'Arnaque. L'Arnaque, c'est des chroniques courtes sur la vie d'une jeune trentenaire parisienne. C'est le son que vous avez entendu, c'était la bande-annonce. C'est des formats courts, 3 à 5 minutes. Je me lance. C'est de l'autofiction, hein, c'est mes histoires de vie. C'est moi qui raconte, première personne du singulier, etc. Je ne mens pas, c'est ma vraie vie. Donc, ça dure 3 minutes. Et puis, je lance ma chaîne, 100 écoutes par jour, 200 écoutes par jour, 300 écoutes par jour. C'est pas avec ça que je craque un truc. Mais je continue et j'ai quand même l'âme d'une entrepreneuse, j'ai déjà monté une boîte, etc. Donc, je sais que il ne faut pas lâcher et que plus on pond du contenu, plus on est visible. Et d'ailleurs, c'est ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, j'ai 2 ans de chômage, là, quand j'ai quitté le guide Michelin. Donc, pendant 1 an, je vais me focus sur le contenu, je vais pondre du contenu à gogo sur des formats différents, dans l'idée d'être visible. Et ensuite, je penserai business model. Mais d'abord, je veux faire du contenu pour montrer ce que je sais faire. Donc, je lance les arnaques. Donc, c'est 2 épisodes par jour. C'est un gros rendement. Et puis, au bout de 4 mois, j'ai ma bannière, l'arnaque en recommandé sur Apple Podcast. Et je passe de 100 écoutes par jour à 8000 écoutes par jour. Et là, c'est un peu la consécration, parce qu'en fait, il n'y a plus mes copains et ma famille qui écoutent. Je reçois des tonnes de messages en disant, mais c'est génial, Et donc, ça prend des proportions. Rassure-moi, ils écoutent toujours tes copains, hein. Non, franchement, non. Mes copains n'écoutent plus. Au début, ils n'écoutent plus, mais c'est bien, c'est bon signe. Ça veut dire que les autres, non, parce que mes copains, ils connaissent mes histoires par cœur, surtout. Et donc, ok, donc cette chaîne fonctionne et je commence à me faire un peu un nom, du coup, dans le podcast avec cette première chaîne. Et je me dis, bon, j'ai fait cette première chaîne d'auto-fiction, j'aimerais montrer que je sais faire autre chose. Et donc, je lance une deuxième chaîne qui s'appelle Pic Parole, qui sont des portraits de personnalités racontés à la première personne du singulier, des gens qui ont eu un parcours extraordinaire. Je mets 20 heures pour faire un épisode parce que ça dure 8-10 minutes. Mais en fait, il y a environ 200 pistes de son, que ce soit de la musique ou du bruitage. D'ailleurs, je passe par Audio Network pour ces musiques-là. Et ça marche bien, mais ça, c'est grâce à l'engouement de l'arnaque. La Pic Parole marche bien, mais marche beaucoup moins bien que l'arnaque, parce que l'arnaque, on s'identifie, alors que Pic Parole, c'est un peu plus élitiste. Mais bon, je continue, j'en fais un par semaine. Et puis, je me dis, bon, j'ai fait des chroniques, j'ai fait des portraits, j'ai envie de raconter des fausses histoires, des histoires imaginaires. Donc, je vais lancer une troisième chaîne, une chaîne de fiction. Et là, je lance 1, 2, 3 fictions. Donc, c'est sur cette chaîne-là, je poste des fictions comme un film sur Netflix, hein, mais sans l'image. Donc, c'est 8 épisodes de 15 minutes avec un scénario, des comédiens, de la réalisation. Alors, en l'occurrence, j'ai fait 2 grandes fictions. Là, j'ai lancé la première comédie
audio en France qui s'appelle Cupla, K-U-P-L-A. Celle-là, je l'ai réalisée moi-même, donc sur mon logiciel, c'est moi qui faisais les bruitages, etc., avec la musique d'Audio Network. Enfin, voilà, j'ai fait ça vraiment seule. La deuxième, donc ça a très bien marché. La deuxième série, j'ai lancé avec un ingénieur du son pour que le son soit beaucoup plus quali, etc. Voilà, donc là, on est en avril 2019. Et je me fais approcher par une maison d'édition, Flammarion, qui me dit on a suivi un peu ton parcours, on aimerait que tu fasses un bouquin. Et donc, je sors un bouquin le 6 mai. Enfin, en l'occurrence, je ne le sors plus. Enfin, il est décalé. Qui reprend des épisodes de l'arnaque. Et c'est un peu l'histoire de Pénélope Boeuf, mais racontée de façon déjà écrite. C'est différent que l'audio. Et donc, en fait, pourquoi je fais ce bouquin ? Déjà parce que c'est quand même un kiff de faire un bouquin. Et ensuite parce que je me dis que le podcast n'est pas une fin en soi, mais c'est aussi un support, un premier support qui me permet de m'exprimer. Mais l'idée, c'est de se diversifier. Donc, j'ai fait ces 3 premiers podcasts. Ensuite, je sors le bouquin. Et ensuite, je sors d'autres chaînes. Donc, en l'occurrence, je sors Penny from Paris, qui est une adaptation de l'arnaque en anglais. Parce que l'arnaque, donc, c'est terminé il y a quelques mois. J'ai 8 saisons, 118 épisodes. C'est un gros carton. Tout le monde ne parle que de... Enfin, quand on me cite, on parle de l'arnaque. C'est un peu mon podcast de référence. Donc, je lance Penny from Paris pour essayer d'approcher le marché anglo-saxon. Voilà. Et là, on arrive à novembre 2018. Ça fait 1 an. Et j'atteins 1 million de téléchargements. Et c'est assez extraordinaire de se dire que ce support qui en fait devient un média est aussi accessible que ça, parce que moi j'y connaissais rien à rien, je suis nulle en plus en logiciel pour faire le montage, etc., nulle en son, et en fait l'oreille se fait, on commence à se découvrir soi-même, et c'est assez extraordinaire. Donc 1 million de téléchargements au bout d'1 an. Et là je me dis bon, il me reste plus qu'un an de chômage, il serait temps de penser à se rémunérer. Comment est-ce qu'on se rémunère avec le podcast ? Il y a 3 façons de se rémunérer. La première façon, c'est de mettre du sponsoring sur les podcasts, donc sur vos chaînes de podcasts, en pré-roll, en mid-roll ou en post-roll. Mes chaînes sont tellement incarnées. C'est-à-dire que la première, c'est ma vie. La deuxième, c'est moi qui raconte l'histoire de quelqu'un. Et la troisième, je joue dedans. Et puis surtout, j'ai pas envie de faire passer les gens de la radio au podcast en leur mettant à nouveau de la pub. Donc, je me dis, je ne prends pas ce billet de la pub de sponsoring sur mes podcasts. Je vais essayer de gagner de l'argent autrement. Parce que pour l'auditeur, c'est vraiment insupportable d'avoir de la pub, surtout que mes formats sont très courts. Donc, avoir 30 secondes de pub sur un format de 3 minutes, c'est l'enfer. Et donc, la deuxième façon, c'est d'écrire des fictions et de les vendre à des plateformes type Spotify, Deezer, Sibel ou Magellan. Ok. Alors, moi, je leur propose des fictions, mais ils me les prennent pas. Donc, c'est pas comme ça que je gagne de l'argent. Et troisième façon, c'est de faire du brand content. Ce qui se passe aujourd'hui en brand content, donc c'est-à-dire faire du podcast de marque. Ce que je voulais faire au départ il y a 1 an. Mais je me sens aujourd'hui plus légitime. D'ailleurs, je le suis. Je donne un peu des interviews, je fais des conférences là-dessus, etc. Donc, mon nom se fait un peu connaître et je me fais approcher par des marques pas très connues, plutôt en corporate, pour que je leur fasse des petits montages d'interviews, etc. Et tu peux les citer d'ailleurs, quel type de marque ? Alors, c'est Anderby. Anderby, Volcanique, l'association française des urologues en formation. Voilà, donc plein de choses différentes. Je parle beaucoup sur les médias, je donne des interviews sur les podcasts de marque, je donne mon avis parce que je trouve que les marques aujourd'hui, le podcast pour les marques aujourd'hui est un moyen extraordinaire de prendre la parole de façon différente du print, de la bannière, de la radio. Et pour autant, il y a beaucoup de marques qui font du podcast, mais de façon peu créative. En tous les cas, pas assez. C'est-à-dire que ils ne parlent pas de leur univers de marque. Ils ne font pas du storytelling. Ils rentrent pile poil dans leur sujet. Et c'est dommage parce que dès qu'on voit une vignette d'un podcast de marque avec le logo de la marque, d'office, alors même qu'on n'a pas encore écouté le contenu, on n'y va pas. Donc, pour que on y aille, il faut qu'on entende parler et surtout qu'on sache que le contenu est différenciant. Et s'il y a bien une chose dont il ne faut pas parler dans un podcast de marque, il ne faut pas parler de la marque du podcast, surtout pas. Et sauf que tous font ça. Et donc, moi, je vais voir les marques, je leur propose de faire des choses hyper différentes, notamment des fictions, par exemple. Donc, je leur propose de raconter une histoire complètement fictionnelle qui soit autour de l'univers de la marque, mais où on ne citerait pas la marque. Et en fait, les marques sont assez frileuses. Donc, j'ai du mal à signer. Et puis, je suis quand même en train toujours de pondre mon contenu parce que je suis à 5 chaînes à ce moment-là. Et il y a 3 semaines maintenant, Mythique m'appelle
et me dit, Pénélope, on a vu tes interviews sur le podcast de Marc, etc. On aime bien ta vision, on aimerait bien te rencontrer pour que tu nous fasses un podcast. Et donc, je les ai rencontrés. Et au moment où de voir la propale, le confinement arrive. L'angoisse, je sentais que c'était bien parti pour être signé, l'angoisse. Mais finalement, ils me disent, non, mais attends, laisse tomber. En fait, on a besoin de contenu pendant le confinement. Est-ce que tu peux nous faire une chaîne de podcast? Et donc, j'ai signé Mythique et donc, je leur ai fait le premier podcast. Et en fait, ce qu'il y a de fort avec cette marque et ce pourquoi je suis ravie d'avoir signé cette marque-là, c'est qu'ils m'ont dit, tu as carte blanche. Aujourd'hui, c'est très rare qu'un annonceur dise, en tous les cas, un podcasteur, tu as carte blanche. Là, moi, j'ai une patte, c'est un peu spécial. D'ailleurs, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est assez clivant. Mais ils m'ont dit, vas-y, voici le brief, éclate-toi derrière, fais ton style. Et donc, j'ai lancé ce podcast-là. Et en parallèle de ça, j'ai lancé une 6e chaîne qui s'appelle Le Journal d'une confinée. C'est un épisode par jour et c'est moi qui raconte, donc c'est Cher Journal et je raconte en 3-4 minutes, c'est un peu la suite de l'arnaque parce que l'arnaque est terminée. Et là, aujourd'hui, je viens d'atteindre les 100 000 écoutes en l'espace de 3 semaines, donc c'est chouette. Et le podcast Mythique a cartonné, ils vont sûrement en reprendre d'autres, etc. Voilà, donc c'est une belle aventure. Il y a 1 an, je pensais que j'allais pouvoir une des marques, j'y suis pas arrivée. Ensuite, j'enchaîne les chaînes de podcast pour faire du contenu. Et en fait, aujourd'hui, ce à quoi j'aspire, c'est que j'ai un peu entre guillemets le cul entre des chaises, pardonnez-moi l'expression, mais quand j'étais petite, on me demandait, Pénélope, tu veux faire quoi dans la vie? Je disais que je voulais être raconteuse d'histoire. On m'a dit, mais Pénélope, c'est pas un métier à raconter d'histoire. Du coup, c'est pour ça que j'ai un peu enfoui ça et je l'ai laissé de côté. C'est pour ça que pendant 10 ans, je me suis pas perdue parce que j'étais sur des projets hyper stimulants, marketing comme événementiel, etc. Mais je sentais qu'il me manquait une vraie dimension créative parce qu'au fond, je me sentais un peu artiste. Sauf que j'ai appris le business. Donc aujourd'hui, j'ai un profil business, un profil artistique. Et donc, aujourd'hui, moi, j'aimerais, par exemple, faire de la fiction, enfin écrire des fictions de cinéma, sortir l'arnaque en web-série, tout en faisant du brand content de façon hyper créative. Parce qu'en fait, quand l'annonceur vous laisse la main, c'est ce que tu as commencé à faire, c'est-à-dire que tu commences à approcher justement la web-série de manière extrêmement proche. Ce que tu fais est extrêmement proche et même tu as des projets qui sont très concrets dans le domaine. Oui, alors après, moi, je suis pas du tout visuelle. Moi, je suis vraiment sur que de l'audio. Mais en fait, l'audio, c'est d'ailleurs écrire une fiction audio et la réaliser, je pense, ça n'a rien à voir avec écrire une web série, parce qu'il faut penser à quand vous écrivez, il faut penser à tout le déroulé du son, etc. Plus que si l'héroïne sera blonde ou brune, on s'en fout. Mais en revanche, il faut se dire, ok, bruit d'oiseau, bruit de machin et tout. Donc c'est passionnant d'écrire ça, mais je pense que ça peut complètement s'adapter à de la télé ou à du cinéma ou à du web. Et donc, voilà. Ou musique d'Audio Network. Pardon? Ou musique d'Audio Network. Une musique alors moi j'utilise c'est assez extraordinaire de network. Alors non mais c'est pas du tout mais c'est vrai, c'est que vous avez des milliers, des centaines de milliers, parfois limite trop parce qu'on sait même plus lesquelles choisir, milliers de musiques et c'est de ça dont je me nourris parce que évidemment qu'un podcast c'est le son, l'émotion, l'imaginaire, ça vous permet de vous évader. Et on s'évade avec la musique, on s'évade avec les bruitages, on s'évade. Enfin, c'est assez extraordinaire de se dire qu'on peut jouer avec de la musique autrement que pour juste l'écouter et se faire plaisir, quoi. Ça devient un outil. La musique devient un outil. Bah, écoute, en tout cas, super. Merci beaucoup. Hein, c'est passionnant. Et puis, ton énergie dans cette période de confinement, on a l'impression qu'on devient léthargique, mais avec toi, on a l'impression qu'on va tous faire du podcast demain. Je voudrais repasser un petit peu la parole. Il y a des questions, en tout cas, dans le chat, qui ont pas mal, qui méritent des développements, alors qu'ils sont orientés vers Anthony, mais Pénélope, tu pourras toujours intervenir, effectivement. Tu as eu l'occasion de regarder, Anthony, ce qui était dans le chat. Tu veux peut-être répondre à quelques questions? Écoute, tu m'entends ou pas? Vous m'entendez? Oui, je t'entends bien, oui. Ok, super, oui, merci. Alors, juste pour Albino Pedroia, qui me demande, en période de confinement, l'audience du streaming musical baisse et l'audience radio augmente. C'est la revanche de la radio. Non, c'est pas la revanche de la radio. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est simplement le live qui prend le dessus.
surtout dans une période comme celle que l'on vit, c'est-à-dire d'avoir un contact humain, avoir un besoin d'information. On a besoin d'avoir justement des animateurs, d'avoir quelque chose de vivant, et le streaming est super, mais bon, on est quand même face à des playlists, à de la musique, donc on n'est pas, c'est pas exactement le même usage, et je comparerai pas les deux, donc il n'y a pas de revanche, c'est simplement deux usages complémentaires, et un qui est artificiellement surpondéré parce qu'on est dans un contexte de crise et qu'on a besoin de se raccrocher soit aux chaînes info, soit basiquement, soit aux radios. Est-ce que il y avait une question de Karine qui sort un petit peu de la pure radio, musique, son, mais qui est évidemment très raccordée. C'est comment vois-tu l'avenir du spectacle vivant? Euh... Alors évidemment, on parle du spectacle vivant, je pense plutôt côté musique, mais voilà, c'est une question très large, d'autant plus qu'elle intègre des problématiques immédiates liées au fait qu'on va avoir du mal à se rassembler dans les jours à venir. Ouais. En fait, je peux pas répondre à cette question parce que j'ai pas une boule de cristal, personne ne l'a, et ça fait partie des questions que tout le monde se pose, y compris les producteurs de spectacles. Donc, j'espère simplement, de mon point de vue, en tout cas par solidarité avec mes amis qui sont dans la production de live, de spectacles et de concerts, qu'il va y avoir des mesures gouvernementales qui vont permettre quand même de les accompagner et d'avoir quand même un soutien financier assez important. Malgré tout, ce que je retiens surtout, moi, c'est les initiatives qui ont été faites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aujourd'hui des groupes internationaux qui tournent en live, mais sur du live stream. Donc, on voit émerger des choses qui sont vachement intéressantes. Là, bon, on fait le petit déjeuner en live pour cause de confinement sur YouTube, mais on peut imaginer des expériences aussi, voilà, avec des groupes qui tournent, qu'on peut avoir directement dans son salon. Enfin, voilà, on parlait de désintermédiation, mais on en vient de plus en plus à avoir ce genre de choses qui est d'un accès direct à l'artiste. Il faudra le payer. On voit aujourd'hui des cours de yoga, des cours de pilates qu'on peut payer via Zoom. Enfin, on en vient à plein de nouveaux modèles. Et moi, c'est plutôt ça que je vais retenir. C'est par la suite, qu'est-ce qui va rester de toutes ces expériences-là de live qui sont hyper intéressantes. Évidemment qu'on aura besoin de se rassembler pour voir un artiste, et que évidemment voir un artiste sur scène en personne, enfin en live et en vrai, en chair et en os, ça a pas de prix parce qu'il y a une énergie collective qui est très très forte. Malheureusement, ça dépend évidemment des règles sanitaires, et j'ai pas la main dessus encore. Une question d'Angelica Schuler sur justement quelles sont les sources en fait essentielles de revenus avec toute la gratuité qui existe. Est-ce que tu peux voir comment a évolué, puisque tu as vraiment vu l'évolution des artistes? C'est quoi la source de revenus aujourd'hui principale, ou comment on agrège cette multitude de revenus? Angelica, elle connaît bien la SACEM, donc elle sait que, notamment pour les artistes auteurs-compositeurs, il y a des droits qui sont générés à partir du moment où les œuvres, que ce soit la musique comme les paroles, les textes, sont exploités, c'est-à-dire soit sont diffusés en radio ou en télé, ou justement dans des grandes salles publiques, ou reproduites sur des supports, donc même en digital. Donc ça, ces droits d'auteur-là, c'est une source importante. Donc la musique ne se cantonne pas uniquement aux interprètes qui vendaient des disques aujourd'hui, c'est aussi des auteurs-compositeurs, et on est quand même dans cette économie-là, en tout cas chez Audio Network aussi, évidemment, puisque on exploite les œuvres. Et que à chaque fois qu'une œuvre est synchronisée sur une pub télé, forcément elle génère des droits pour l'artiste. Donc ça, c'est un des éléments importants. Ça fait à partir du milieu des années 2000, milieu des années 2000, il y a quand même des maisons de disques, les majors ont quand même compris une chose, c'est qu'il fallait avoir la fameuse vision 360, c'est-à-dire que elles ont commencé à prendre des participations assez importantes, aussi bien au niveau du touring, donc de la production des spectacles. Warner aujourd'hui intègre une boîte de prod de spectacles qui s'appelle Decibel, etc., etc. Donc on a quand même aujourd'hui une maison de disques, c'est plus uniquement du maître
produire du contenu et le mettre sur les plateformes de streaming. C'est aussi évidemment gérer un écosystème, si possible l'écosystème de l'artiste. Le vrai problème et le rapport de force, ça va être justement entre l'artiste qui maîtrise lui sa com et ses réseaux sociaux et sa communauté, et de savoir ce qu'il va pouvoir donner ou pas à ces maisons de disques. Et c'est ce rapport de force qu'il y a. Donc, je pense que les vrais revenus, ils sont sur le touring, avec évidemment une parenthèse en ce moment, donc sur les spectacles, le merchandising d'une certaine manière, faut pas oublier le vinyle qui a quand même été assez important récemment, et puis je pense au digital et à l'expertise digitale et l'expertise des chiffres. Aujourd'hui, il y a une grande maison de disques qui est née, que tout le monde connaît maintenant, qui s'appelle Believe. Believe Digital, c'est quand même à l'origine une boîte tech qui était très axée sur la data et sur les performances sur YouTube, etc. et qui, au fur et à mesure des années, en bout de 15 ans, est devenue quasiment la plus grosse major. En tout cas d'un point de vue international et en termes d'expertise data. Elle a racheté des labels, elle a racheté Naïve, elle a pris des participations dans Tôt ou Tard, etc., dans des gros labels. Et aujourd'hui, c'est un très beau catalogue. En même temps, elle a l'expertise digitale et elle distribue, grâce à la musique urbaine, les plus gros artistes urbains comme PNL, etc. Donc, il y a ce nouveau rapport d'expertise qui est très intéressant, et je pense que c'est là-dessus que le business model va se faire. Une question d'Emmanuel Dupuis, qui dit que finalement on n'a jamais autant écouté de musique via les plateformes, mais que le secteur s'est un peu paupérisé. Est-ce que on est encore en transition, ou est-ce que ça va stagner d'après toi? Et je rajoute aussi une question complémentaire de Vincent Fazekas qui demande ton analyse sur la baisse du streaming en ce moment. On a vu des chiffres qui ont un peu baissé. Donc voilà, le marché du streaming de manière générale. Le marché du streaming. J'en pense, à ma connaissance, le marché du streaming, il baisse en ce moment parce que il y a un effet, encore une fois, on n'a que 24 heures dans une journée, et j'imagine que le temps d'écoute qu'on passe sur une radio, c'est forcément, il y a des systèmes de vase communicants, c'est du temps qu'on passe en moins aussi par rapport à l'écoute de la musique. Il faut savoir que l'écoute aussi de la musique, dans quelles circonstances on le faisait. On le faisait dans les transports en commun, quand on allait au bureau, etc. Donc on était dans une mobilité qu'on n'a plus en ce moment. Donc peut-être qu'on se raccroche à des référents live comme la radio qui sont plus prédominants en ce moment. Donc la baisse du streaming en ce moment, je suis pas sûr. Je pense que c'est conjoncturel, on va dire. Sur la partie après, sur la façon dont le streaming, on l'a vu sur les chiffres du Snap, hein, je les ai pas tous en tête, mais on le sait, le streaming sur certains territoires a réussi à remettre à niveau, mais au niveau de 2010, le chiffre d'affaires mondial de la musique. Donc là, on parle uniquement du secteur de la musique enregistrée, hein. Donc on revient au même niveau, on a remonté la pente et on a récupéré le même niveau de revenus, de chiffre d'affaires mondial du secteur musique enregistré de 2010. Donc bon, ça va continuer, et il va y avoir au fur et à mesure, je pense, un développement. Mais après, il y a plein de choses intéressantes qui vont se jouer aussi dans le streaming, sur la rémunération des artistes. C'est aussi un large débat là-dessus. Donc, il va falloir voir aussi pourquoi est-ce que quand vous payez 10 euros par mois pour Spotify et que vous écoutez que je sais pas moi, un artiste X, pourquoi est-ce que finalement, les 10 euros que vous donnez, ils sont splittés et ils vont aller vers celui qui fait le plus d'écoute en stream versus celui que vous écoutez en majorité. Si je me fais bien comprendre, c'est la position qu'a Pascal Nègre notamment. J'avais vu notamment, j'ai lu que il y avait une baisse des plateformes de streaming liées au confinement, notamment sur les périodes du vendredi et du samedi soir, puisqu'en fait elles étaient extrêmement utilisées dans les soirées, et également sur le commuting. Sur tout ce qui est passage du bureau, de chez soi jusqu'au bureau. C'est ce que je te disais, c'est la mobilité. Alors là, il y a les soirées du vendredi, du samedi, mais la mobilité aussi est très importante. Donc voilà. Alors,
une question de Gabriel Majersic qui nous demande si les enceintes voice controlled, les Google Home, les Alexa, est-ce que ça modifie, et là ça va s'adresser également à Pénélope, est-ce que ça modifie votre façon de concevoir les contenus audio? Pénélope. Alors, pas du tout. Je comprends pas la question. En quoi c'est un est-ce qu'une Google Home, le fait d'avoir aujourd'hui des enceintes connectées chez toi, chez les gens, est-ce que tu as envie de faire des contenus qui sont spécifiques à ça, ou est-ce que finalement tu t'en fiches, peu importe la façon de recevoir l'audio, c'est de l'audio? Ah ouais, alors pour le coup, pour le podcast, je pense que si on commence à se poser la question de sur quoi ils vont écouter et comment ils vont l'écouter, on s'en sort plus. Je pense qu'il faut faire son contenu et peu importe. En l'occurrence, en ce qui me concerne, moi, je fais du format court. C'est pas mal le format court sur tout ce qui est justement toutes ces voice recorders parce que ça les enchaîne, vous enchaînez les épisodes, etc. Et ça peut s'arrêter quand on veut. Alors que quand on est sur une interview d'une heure, alors qu'on est chez soi et qu'on veut le couper, c'est plus compliqué de reprendre après la main dessus. Mais non, moi c'est pas du tout quelque chose auquel je pense. Est-ce que toi, Anthony, t'as des choses t'as des réflexions justement sur ces devices-là? J'ai pas d'avis, d'abord parce que je suis pas utilisateur, donc je connais très mal. J'ai toujours tendance à penser qu'il faut adapter le contenu on va dire à l'outil de réception. Et c'est un peu ce que j'avais entrepris chez Melty quand je vous ai parlé de la vidéo verticale. En fait, la vidéo verticale n'a commencé que très tard, et surtout avec les vidéos avec Snapchat à l'époque. Et du coup, j'ai tout de suite je me suis tout de suite spécialisé sur le format vertical de la vidéo, tout simplement parce que le téléphone, il est vertical et que c'est beaucoup plus agréable de voir ça de cette façon-là. Donc, c'est des questions d'usage. Là, pour moi, les enceintes intelligentes là, c'est ni plus ni moins qu'une télécommande intelligente avec un Siri puissant ou autre, mais je vois pas ça reste un haut-parleur, hein, on va pas s'exciter. Question pour Pénélope, est-ce que tu as une mesure de l'audience de tes podcasts, quantitatif et quali? Alors oui, j'ai ça grâce à mon hébergeur. Tout le monde a ça sur son hébergeur. J'ai pas énormément de choses. J'ai depuis quel device ils ont écouté. J'ai pas du tout leur sexe et j'ai pas leur âge. Enfin, j'ai pas tout ce qui est. Non, j'ai pas tout ça. En revanche, j'ai j'ai eu combien d'écoutes par épisode, combien d'écoutes mois. Je n'ai pas au bout de je n'ai pas le taux de rétention. C'est très limité. En fait, il y a un vrai sujet sur ça. Après, il y a de plus en plus de boîtes qui sont en train de se lancer pour justement donner ces outils-là. Mais c'est un vrai sujet. C'est une boîte noire pour le moment. Oui, c'est une boîte noire. Et l'autre vrai sujet, c'est que personne ne communique sur ses audiences. Donc ça tue un peu le marché parce qu'aujourd'hui quand vous avez un annonceur qui arrive en disant j'aimerais mettre un pré-roll et que tiens t'as combien d'audience, j'en ai 12 000 par épisode, il y a aucun moyen de vérifier et donc ça tue un peu le marché pour le prix du coût par mille quoi. Mais en termes de mesure d'audience c'est un vrai sujet, mais Médiamétrie est en train de se mettre dessus, donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place mais ça va prendre encore un peu de temps. Merci beaucoup. Question pour Anthony de Laurence Topnicki qui dit je vois sur ton site, je ne vois que des compositeurs anglo-saxons et pourquoi pas des Français? Alors, il y en a des Français, donc il faut les voir. Dans ceux qui sont mis en avant, c'est ceux qui ont une actualité en ce moment et qui viennent de sortir des albums, donc ils sont mis en avant sur le site. Non, il y a des artistes, il y a des auteurs-compositeurs français. Depuis mon arrivée, j'ai commencé justement à travailler sur des signatures françaises. On a sorti très récemment, il y a 2 semaines, un album de 6 titres électro d'un artiste qui s'appelle DK, qui est DK, qui est managé par le label Savoir-Faire, qui est absolument sublime. Et ce n'est que le début, puisque justement on est dans toute une phase de signature d'artistes français, mais ce n'est que la continuité de ce qui a déjà été entrepris. Donc non, il y en a. Et c'est vrai qu'on travaille avec à peu près
allez, presque 1000 auteurs-compositeurs. Donc voilà, proportionnellement, comme c'est une boîte internationale, il y a peut-être un peu moins de Français, mais j'y remédie. Pénélope, comment tu fais pour augmenter ton audience et même encore plus en amont, comment tu fais pour constituer la première fanbase? Parce que bon, j'imagine que ta famille est très très grande pour avoir 800, c'est beaucoup. C'est un autre vrai sujet, c'est très très compliqué. Il faut communiquer essentiellement sur les réseaux sociaux déjà dans un premier temps. Il faut avoir une page Twitter du podcast, une page Instagram du podcast. Il faut communiquer sur LinkedIn dès qu'on sort un épisode un peu sérieux. Après, il y a tout ce qui est mis en avant sur les plateformes. Donc, il faut essayer de trouver un contact chez Apple Podcast, essayer d'être mis en avant sur Spotify, sur Deezer, sur Castbox, enfin sur toutes ces applications-là, parce que moi, quand je suis passée donc de 100 à 8000 écoutes, c'est clairement grâce à cette bannière. Enfin, c'était assez extraordinaire. Donc, il faut juste essayer de trouver les contacts. C'est d'ailleurs pas évident, mais une fois qu'on les a, bon, ça roule. Sauf qu'il y a une guerre des contenus, c'est-à-dire qu'il y a tellement de contenus, tellement de podcasts qui se lancent tous les jours que pourquoi est-ce que Deezer vous mettrez en avant vous par rapport à l'autre? Est-ce qu'il pousse un nouveau ou est-ce qu'il pousse un qu'on connaît déjà? Bon, c'est un vrai problème. Après, il faut faire énormément de. Franchement, c'est du bout de ficelle, quoi. C'est-à-dire que quand vous êtes une marque, vous faites un communiqué de presse, vous le couchez avec du média, ok. Quand vous êtes un podcasteur indépendant, vous faites un communiqué de presse en espérant de trouver les bonnes personnes et les bons journalistes qui parlent de vous. Mais après, c'est vraiment. C'est artisanal, quoi. Vous allez mettre sur des petits groupes Facebook, écouter mon podcast, etc. Et en fait, il y a quand même quelque chose. C'est que quand un contenu est bon, il se fait repérer un jour ou l'autre. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut surtout pas lâcher. Il faut continuer à pondre. Si on est certain qu'il y a un truc, ça va se faire voir, ça va se faire sortir. Après, on peut faire aussi du cross-média avec, du cross-com avec d'autres podcasteurs. Donc, parler d'autres podcasts en début de votre podcast à vous, etc. Et voilà, c'est de faire partie de cette communauté de podcasteurs. Mais c'est compliqué la promotion d'un podcast. Super. Écoute, pour toi, justement, t'en parlais tout à l'heure un petit peu, mais est-ce que c'est une question d'Emmanuel Dupuis qui nous demande qui te demande, en tout cas, si c'est aujourd'hui ton succès aujourd'hui t'a amené vers d'autres écosystèmes créatifs, c'est-à-dire tu t'es fait contacter par des gens du livre, du spectacle vivant. Est-ce que ça t'a amené vers d'autres univers et ça a créé des contacts? Complètement, c'est-à-dire que donc il y a Flammarion qui m'a contacté pour que je sorte un livre, ça c'est assez énorme. J'ai une autre maison d'édition qui m'a contacté pour faire un autre livre. J'ai été embauchée pour faire une pièce de théâtre, donc Le Magicien d'Oz, l'été dernier au Jardin Shakespeare à Boulogne. J'ai un producteur qui m'a contacté pour que j'écrive une pièce de théâtre. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Je suis en train, moi, d'écrire un scénario pour du cinéma. Donc, ça va être plus facile avec le background que j'ai, justement, même podcast, de dire, OK, essayez de lisez mon scénario parce que j'ai ce background-là. Donc, oui, bien sûr, en fait, ça a été un premier support, quoi. Mais c'est pas du tout une fin en soi. Donc, on dit que, il y a des gens qui disent oui, tu es podcasteuse, ou pas que. En fait, je suis juste créative et conteuse d'histoire, mais je peux le faire sur des milliards d'autres supports. Une dernière question pour toi, encore une fois, Pénélope. Je voulais savoir, question de Cécile Bertrand, si la production de brand content est suffisamment rémunératrice pour assurer la production de plusieurs de tes contenus propres. Est-ce que aujourd'hui ton système et la manière dont tu l'as créé est suffisant pour continuer à faire ce que tu fais et pour grandir surtout? Alors, oui, ça dépend quel deal, mais quand c'est des gros deals, oui. J'ai aussi la chance, moi, de travailler seule. Je travaille avec des free, donc j'ai pas un studio à payer, j'ai pas une équipe à payer. Forcément, ça aide, mais évidemment que c'est la meilleure forme de rémunération. Hein. C'est mieux que le pré-roll et c'est mieux que vendre une fiction d'ailleurs. C'est beaucoup moins cher. Enfin, oui, c'est beaucoup plus rentable. Après, c'est sûr que je peux pas signer qu'un seul deal sur l'année pour pouvoir continuer à faire mes fictions à côté. Il faut que j'en signe 2, 3, 4 pour être confort, quoi. Mais oui, c'est très rémunérateur. Parce que c'est pas si peu cher qu'on peut le penser, en fait. Certes, c'est pas de la vidéo, c'est beaucoup moins cher que de la vidéo, mais ça reste quand même, il y a quand même des coûts de réalisation, des coûts de production, des coûts d'écriture, de comédiens. C'est quand même une petite machine. J'ai une question une dernière question en fait, parce que je pense que là
on arrive au bout de notre live, mais d'un petit jeune qui a fait une apparition dans le chat, un mec qui s'appelle Anthony Lamont pour toi, Ah oui. ouais, et qui demande si Pénélope Boeuf c'est ton vrai nom. Et Pénélope Boeuf, c'est vraiment mon nom, c'est vraiment mon nom, c'est pas un pseudonyme, et il y a même le E dans l'eau, c'est pour dire. Ah, oh punaise. Ah oui, il y avait vraiment un historique si tu remontes à tes ancêtres. C'est ça en fait. Anthony, je voulais savoir si tu avais un petit mot pour la fin et pour un peu sublimer ce live stream et dire quel est l'avenir de ce métier, parce que ton parcours a été impressionnant et il reste impressionnant, et il va vers quoi, tu penses, vers la suite? Écoute, je vais pas prévoir parce que je vis, comme vous l'avez compris, une très belle expérience, et donc j'en profite pleinement chez Audio Network. Actuellement, le contexte aussi fait qu'on se remet beaucoup en question, et je trouve que j'ai la chance justement que ce soit en cohérence avec les valeurs de la boîte, c'est-à-dire très humaine, avec on produit de la musique, hein, je produis pas, je ne pollue pas, donc ça reste très en accord avec mes valeurs. Pareil, mon équipe, tous les gens avec qui je travaille, je les adore. Donc, je pense que c'est vraiment une source d'épanouissement. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Et je trouve que, en l'occurrence, si c'est pas le cas, c'est aussi une période où on peut se reposer la question de savoir et de se recentrer sur les choses qui sont les plus importantes pour nous, et de s'y tenir, parce que je pense que c'est un signe. L'époque que nous vivons nous permet de faire ça en ce moment, et du coup d'être aussi dans la gratitude. Et la gratitude, c'est de remercier aussi Pénélope d'être venue, parce qu'elle fait un super taf et elle a une super énergie. Et voilà. Donc, merci Jérôme pour cette prise de parole. Et merci à tous ceux qui ont suivi le live, parce que c'était une super expérience. Voilà. Merci à vous deux d'avoir répondu présent. C'était super intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Je vois que le chat en témoigne également. Vous pourrez le voir, ou vous le voyez peut-être en direct. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne continuation dans ce confinement. Et on va tous très très vite rebondir, mais on va surtout continuer à écouter Pénélope. Là, tout le monde s'abonne, donc tu vas voir tes stats augmenter drastiquement. Et merci à tous, passez une excellente journée et une très bonne continuation. Bye bye. Merci beaucoup, Jérôme. Merci Anthony, merci infiniment. Merci Pénélope. Got a pretty girl on the turntables, bunch of pretty girls on the couch. See a couple models on the dance floor, they just got a bottle on the house. Trouble look better with the lights off, still see it written on your face when the rhythm hits you.